Comme chaque début d'année scolaire, de nouveaux enseignants, riches de leur année de formation, viennent grossir les effectifs de la famille. À ces débutants, nous avons jugé nécessaire de leur rappeler l'importance de la transposition didactique. Pour camper le décor, nous allons nous appuyer sur cette anecdote racontée par Gaston Mialaré. Le jeune enseignant Nartil arriva souriant au collège et très fièrement montra à son conseiller pédagogique l'explication d'un texte à l'UFM, c'est-à-dire l'institution de formation, avec son professeur de lettres. Et il ajouta avec une certaine inconscience liée à ses débuts dans le métier: Ma leçon est toute préparée, je n'ai eu qu'à reprendre les notes que j'ai prises lorsque le prof nous a expliqué le chêne et le roseau, une fable de Jean de La Fontaine. Et dans sa naïveté, explique Mialaré, il s'enfonça un peu plus en estimant qu'il allait faire une leçon brillante, puisque l'on ne pouvait pas mettre en doute la qualité de l'explication faite par son professeur. Alors, il pensait que son conseiller pédagogique allait le féliciter ou manifester un certain contentement. Au contraire, il ressentit chez lui un malaise devant sa réaction. Je ne mets pas en doute la qualité de l'explication faite par votre professeur devant des étudiants de l'UFM. Et alors, demanda naïvement le jeune homme, vous nous avez toujours dit qu'il fallait que le contenu de nos leçons soit sans reproche, ni dans le fond, ni dans la forme. Dans ce cas, on ne peut pas mettre en doute la qualité du contenu. Oui, je le confirme, répond le conseil pédagogique, mais à condition que le contenu soit adapté au niveau des élèves. Notre rôle, poursuit-il, est de transposer notre savoir et de l'adapter au niveau de nos élèves. Ces échanges entre l'enseignant débutant et son conseil pédagogique nous donnent, comme nous l'avons dit plus haut, l'occasion de parler du concept de transposition didactique. Ce concept a été forgé par Michel Verret en 1975. Il postule que toute pratique d'enseignement d'un objet présuppose en effet la transformation préalable de cet objet en objet d'enseignement. Autrement dit, l'enseignant ne doit pas transmettre les savoirs sous leur forme native. Il doit les transformer pour les rendre digestes. Selon Michel Verret, cité par Guy Lapostole et Béatrice Mabillon-Bonfils, 4 opérations sont nécessaires pour arriver à ce résultat. Il y a la désyncrétisation qui renvoie au choix du savoir, car tout ne peut être enseigné. La dépersonnalisation, elle, renvoie à la séparation du savoir de la personne. La programmabilité de l'acquisition du savoir fait référence à la programmation des apprentissages pour une acquisition progressive et enfin la publicité du savoir, c'est-à-dire le contrôle social à travers les programmes d'enseignement. Plus tard, en 1985 précisément, Chevalard, didacticien des mathématiques, approfondit le concept de transposition didactique et étudie les changements de forme du savoir, c'est-à-dire du savoir savant au savoir enseigné. Pour lui, 2 étapes scandent la transposition didactique. L'une est appelée transposition externe. Elle définit les savoirs à enseigner. Nous pouvons dire que c'est un travail qui relève de l'institution. La deuxième étape est appelée la transposition interne, c'est-à-dire tout le travail que doit faire l'enseignant pour que les savoirs qu'il transmet soient adaptés au niveau de ses élèves. Bien évidemment, l'enseignant, surtout le novice, doit toujours s'exercer pour avoir des compétences académiques et pédagogiques solides pour assimiler les savoirs savants, mais aussi pour les rendre digestes.